Salut et bienvenue sur Parents heureux, enfants heureux. Aujourd'hui, j'interviewe Olivier Roland qui sort un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Un livre passionnant pour les gens qui se posent des questions sur l'éducation. Voilà, Olivier est bientôt auteur à succès, un blogueur important en France et en francophonie. Son témoignage est passionnant, d'autant qu'il n'a pas passé le bac et que c'était un élève pas terrible. Et maintenant, il est une référence de l'entrepreneuriat. Salut, à bientôt. Bonjour Olivier, et ravi de t'avoir avec nous sur la chaîne de Parents heureux, enfants heureux, pour parler de ton livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Oui. C'est un peu provoque ça, non? C'est super provoque, c'est ce qui fait un bon titre, hein. Ça attire l'attention. Alors c'est un livre assez volumineux, hein, qui fait plus de 500 pages. Oui. Et qui traite de l'éducation, de deux grandes parties de l'éducation et la création d'entreprises. C'est un livre hyper concret avec beaucoup d'études scientifiques, de références théoriques et puis beaucoup d'appels à l'action, d'appels à l'action pour que les gens changent et aillent vers une vie meilleure. Alors, comme notre blog est consacré à l'éducation, on parlera de la première partie mais également de la deuxième. Okay. Oui, parce que peut-être que tu veux que je te donne les trois grandes parties du livre. Ah, il y en a trois, d'accord, j'en ai vu deux. Oui, en fait, la première partie, c'est une critique du système éducatif, hein, pourquoi il est obsolète et pourquoi il est vain d'attendre qu'il se réforme. La deuxième partie, c'est comment hacker sa propre éducation en boostant son intelligence, en apprenant à apprendre et en développant sa volonté. Et la troisième partie, c'est comment créer une entreprise qui est au service de sa vie, plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. Ouais, bon, très bien. Alors sur la première partie, j'avais envie de te poser la question, est-ce que vraiment toi tu as raté tes études ou est-ce que plutôt tu as abandonné tes études pour pouvoir te consacrer à une entreprise? En fait non, voilà, c'est ça. J'ai choisi de rater mes études dans le sens où j'ai vraiment choisi de quitter l'école à 18 ans pour créer ma première boîte à 19. Mais je l'ai fait aussi parce que je me sentais vraiment étouffé dans le système scolaire et qu'à l'époque j'étais très démotivé, voire même en situation d'échec. D'accord, donc ça c'est important, tu n'es pas un ancien très bon élève qui a dit moi je suis quand même capable de ne pas passer mon bac et je vais créer mon entreprise directement. Tu étais vraiment en situation d'échec ou de mal-être à l'école. Ah oui, complètement. D'accord. Alors, donc tu nous dis que tu expliques le système éducatif est soit inadapté, soit inefficace. Est-ce que ça vient, ce constat, il vient de ta propre expérience ou est-ce que ce sont des lectures, des études qui te font dire ça? Quelle est l'origine de ce constat? Le livre est gros, il y a plus de 500 pages comme tu l'as dit, il y a aussi plus de 400 références scientifiques. J'ai voulu certes m'appuyer sur mon expérience pour montrer que ce dont je parle dans le livre est possible, aussi sur l'expérience de centaines d'entrepreneurs, mais je ne voulais pas tirer les choses de mon chapeau. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que beaucoup de ce que je dis en fait soit appuyé par la science et des recherches sérieuses. J'ai eu jusqu'à 4 assistants de recherche qui ont travaillé avec moi pour trouver justement ces références scientifiques qui parsèment littéralement le livre. Donc tout ce que je raconte sur l'école est non seulement le fruit de mon point de vue bien sûr, mais aussi de recherches qui parfois d'ailleurs ont remis en cause certaines des conceptions que j'avais de l'école. D'accord. Et on parle de l'école française là ou c'est quelque chose de plus international? J'ai mis un coup de loupe particulier sur l'école française, mais de manière, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se passait ailleurs, notamment en Belgique, en Suisse, au Québec, et aussi aux États-Unis, et de manière générale aussi en Europe. Donc, sans pouvoir zoomer aussi précisément que sur la France, parce que après, il faut quand même qu'on choisisse le niveau de détail si tu veux. Mais c'est quand même globalement une critique du système éducatif occidental. À travers l'exemple notamment de la France et d'autres pays francophones. D'accord. Alors, tu expliques donc le système n'est pas forcément adapté. On peut avoir espoir que ça change, qu'il y ait des. On voit qu'il y a justement, mon point de vue, c'est que le système éducatif a une inertie tellement gigantesque qu'il est vain d'attendre qu'il se réforme. Et qu'il vaut mieux, si tu veux... en fait, le propos de mon livre, c'est pas de dire, comme tu l'as dit, le titre est provocateur, c'est ce qui fait un bon titre.
Je suis pas en train de dire dans mon livre qu'il faut brûler les écoles et qu'il faut abandonner ses études absolument. Ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de voir le système éducatif comme une sorte de vache sacrée intouchable qu'on n'a pas le droit de critiquer, et que c'est important de voir les limitations du système pour pouvoir justement les contourner par soi-même. Et je dis par soi-même parce que finalement, ce que je propose dans ce livre, c'est pas une révolution, c'est plutôt un message, une approche qui met l'individu au centre de tout, c'est-à-dire que c'est à l'individu, à chaque personne, de mettre en place son propre plan pour contourner les limitations du système. Parce que ça a une inertie tellement grande que le temps que ça se réforme, de toute façon, il sera déjà trop tard pour toi. Et de toute façon, le monde avance à une vitesse tellement rapide que même si l'école arrive à se réformer, elle aura toujours un train de retard, elle va toujours se réformer pour un truc qui n'existe plus ou pas de la même manière. Donc c'est important de prendre ça en compte et d'avoir soi-même l'état d'esprit nécessaire pour apprendre des compétences que l'école ne peut pas apprendre. Et je veux dire, je le prouve par A plus B dans ce livre si tu veux. Par exemple, en 1986, tu as eu 50 scientifiques américains qui ont écrit un article dans lequel ils disaient en gros, mais pourquoi l'école n'utilise pas la répétition espacée dans son système d'apprentissage? Parce que la répétition espacée, c'est la méthode scientifique d'apprentissage qui est la plus prouvée. Ça a été prouvé, reprouvé et re-reprouvé pendant des décennies. Et c'était en 1986. 30 ans plus tard, on en est toujours au même point. La répétition espacée n'est toujours pas utilisée à l'école. Ça te montre un petit peu l'inertie. Et les neuroscientifiques, de manière générale, sont assez nombreux à dénoncer régulièrement que les découvertes dans leur domaine, notamment au niveau de qu'est-ce qui fonctionne dans l'apprentissage, ne sont pas appliquées à l'école. Il y a des gens qui parlent même d'une sorte de barrière étanche, incompréhensible, entre les neurosciences et l'école. Tout à fait. Et même si on va plus loin, tu la cites, je crois, dans ton livre, tu parles des écoles Montessori, par exemple. Oui. Montessori, c'était il y a un siècle. Mais c'est énorme. Moi, je te donne même l'exemple d'un système éducatif alternatif qui remonte au début du 19e siècle et qui avait été à l'époque coupé, dont on avait coupé les vifs parce qu'on estimait que ça remettait en cause l'ordre établi. Je pourrais t'en parler après justement. C'est très intéressant. Ça remonte à très loin en fait. En fait, on peut vraiment parler, si tu veux, on peut parler de choses concrètes dont l'école manque, mais aussi des problèmes de sa philosophie sous-jacente qui fait qu'elle forme des individus d'une manière qui se prête de moins en moins à ce que la société a besoin. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des conditions pour réussir à faire autrement? Les parents qui s'interrogent ou qui regardent ces vidéos et qui se disent, tiens, c'est vrai que l'école, mes enfants, c'est difficile pour eux. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y a des conditions? Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour se lancer dans une démarche comme ça? Qui est souvent difficile parce que ça remet beaucoup de choses en cause, y compris son propre passé et la façon dont nos parents nous ont éduqués. Ce livre n'est pas fait pour tout le monde. Ce livre est fait pour les rebelles intelligents. Tu vois, le sous-titre, c'est comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Donc je m'adresse vraiment, si tu veux, aux gens que j'appelle les rebelles intelligents. Qu'est-ce que c'est qu'un rebelle intelligent? C'est quelqu'un qui ressent au fond de lui un appel à autre chose, qui ressent un appel à faire autre chose, tu vois, que le classique métro boulot dodo, c'est ce que je disais, hein, passe le plus gros diplôme que tu puisses avoir, fais du métro boulot dodo pendant 40 ans et puis profite de la vie à la retraite. Et donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'une structure, d'un système rassurant et qui finalement ont besoin d'être guidés, si tu veux. On a tous besoin d'être guidés, c'est pas vraiment la question. C'est plutôt à quoi on aspire en tant que réalisation personnelle dans sa vie. Pour les parents qui s'inquiètent par rapport à leurs enfants, je pense que c'est important d'avoir une bonne conscience des limites du système éducatif aujourd'hui, parce que personne va dire aux enfants, justement, va donner des pistes aux enfants pour dépasser ces limitations, à part les parents, dans la majorité des cas. Donc, les parents, en ayant conscience des tares du système éducatif, peuvent justement les pointer à leurs enfants, sans pour autant diaboliser l'école, hein, aussi en leur expliquant ce qu'il y a de bien, et essayer de les inciter à contourner ces limites par eux-mêmes, voire peut-être donner des cours complémentaires
à leurs enfants en fonction de ça. On parlait de Montessori, effectivement c'est une pédagogie qui a le vent en poupe depuis déjà un moment, mais le gros problème c'est que, et effectivement d'après ce que j'ai pu voir, si tu veux, ça semble être une pédagogie qui est beaucoup plus adaptée au XXIe siècle, mais le problème évidemment c'est que les écoles Montessori sont extrêmement rares et que c'est donné à une toute petite partie de la population de pouvoir mettre ses enfants dans cette école, dans ce genre d'école. Donc quand on regarde le choix que peuvent faire la plupart des parents, malheureusement ils n'ont pas le choix à part de mettre leurs enfants dans un système classique. Donc il faut faire avec et essayer de dépasser les limites au sein de la famille. Ouais. Oui, c'est vrai que les écoles Montessori, par exemple, sont rares. Elles sont aussi très chères. Elles sont chères. Voilà, c'est une population assez aisée qui peut se permettre ça. C'est vraiment dommage. J'ai un court paragraphe dessus. J'ai pas voulu faire le livre est déjà gros, donc j'ai pas vraiment. Je me suis pas étendu sur les écoles Montessori parce que pour moi, ça reste quand même assez marginal aujourd'hui. Mais j'en ai quand même parlé parce que je trouve que c'est intéressant. Mais voilà, le problème, c'est que c'est pas assez répandu, effectivement. Ouais, d'accord. Alors, une des craintes que peuvent avoir les parents, c'est le diplôme. Et je crois que toi, tu en parles bien, hein, puisqu'il y a ton exemple qui est vraiment très parlant. Le diplôme, en France, c'est une institution, c'est sacré, le diplôme, à la différence de certains pays, comme les États-Unis, par exemple. Est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre? Comment tu gères ça? Parce que toi, je crois que tu n'as pas eu ton bac, par exemple. Moi, j'adore dire que j'ai un bac -2. Et en fait, le truc, c'est que, encore une fois, je dis pas qu'il faut brûler les écoles ou qu'il faut quitter ses études, hein. Je dis que d'ailleurs, je revendique, si tu veux, les méthodologies que je donne finalement, c'est toujours de prendre des risques mesurés, y compris quand on crée son entreprise. Tu vois, on croit souvent que eh bien, les entrepreneurs à succès, c'est des espèces de kamikazes qui mettent le bandana autour de la tête, qui mettent un couteau entre les dents et qui foncent dans le temps en criant banzai, tu vois. Et qu'ils brûlent leur vaisseau derrière eux, comme ça, c'est soit ils meurent, soit ils gagnent. Mais en général, c'est pas ça. La plupart des entrepreneurs à succès prennent des risques mesurés. Et c'est la même chose dans toutes les stratégies que tu vas mettre en place de ce que je partage dans le livre. Et notamment, j'en parle explicitement parce que je dis, voilà, typiquement, je pense que généralement, c'est comme une bonne idée de passer son bac. Pourquoi? Parce que eh bien, ça permet d'avoir ce fameux diplôme Sésame qui après t'ouvre les portes à d'autres études si jamais tu devais avoir besoin d'un plan B. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, dans la deuxième partie, je donne énormément de méthodes, de techniques, encore une fois scientifiquement prouvées, pour permettre aux gens de hacker leur éducation, d'être beaucoup plus efficaces à l'école. Parce que quitte à être dans un système, même si on ne l'aime pas, autant faire ça de manière la plus efficace possible pour en être débarrassé le plus rapidement possible. Au-delà de ça, ce que je dis aussi, c'est que une des meilleures manières, parce qu'aujourd'hui le diplôme finalement, il y a une véritable surenchère des diplômes, j'en parle notamment dans la première partie, si tu veux, tu as une inflation des diplômes. Maintenant, on demande presque aux caissiers d'avoir un bac+5. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça, quoi. Ça a été prouvé, hein, je veux dire, et le jeune le voit de plus en plus. On est dans un monde où les gens vont être de plus en plus surqualifiés par rapport au boulot qu'on leur propose. Et c'est une sorte tu vois, de cycle qui s'enchaîne comme ça, un petit peu sans contrôle, au point même que certains parlent de bulles éducatives, comme on pourrait parler de bulles boursières ou de bulles immobilières. C'est-à-dire que tu as une sorte d'inflation comme ça, sans véritable réflexion des diplômes, qui du coup perdent intrinsèquement de plus en plus leur valeur. Ça, c'est un véritable problème. Et les jeunes le sentent parce qu'ils sentent que finalement un diplôme sanctionne moins, si tu veux, des connaissances, que c'est juste un sésame pour pouvoir aller à un entretien d'embauche, en fait, tout simplement. Et voilà. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a quand même de plus en plus de recruteurs qui en ont conscience. Et il y a de plus en plus de jeunes, malheureusement, qui s'en rendent compte, mais un peu trop tard. Je donne l'exemple, tu vois, d'une femme qui s'appelle Caroline, que je connais très bien, au tout début du chapitre 1, et qui explique qu'elle avait dépensé 15 000 euros pour être dans une école de commerce prestigieuse en France. Elle a eu un beau bac+5 en commerce, et elle pensait que plein de portes allaient s'ouvrir, et finalement les seules portes qui se sont ouvertes, c'était celle d'une grande enseigne de la distribution, qui l'a embauchée comme hôtesse de caisse à mi-temps pour un SMIC horaire. C'est comme ça qu'elle a démarré sa carrière, tu vois. Et après, elle est passée vendeuse en rayon, ce qui lui permettait dans les bons mois de gagner 1 500 euros bruts. Après, c'est juste un cas isolé, mais les chiffres montrent qu'en fait, ça n'allait pas, qu'il y a des millions de personnes comme elle à qui on a fait miroiter, si tu veux, des choses géniales en passant des études longues suivies avec sérieux. Mais malheureusement, de plus en plus souvent, ça s'avère plutôt être des citrouilles que des carrosses. Donc,
pour répondre à ta question, c'est quelque chose de complexe. Il faut prendre conscience qu'il y a cette bulle éducative qui est de plus en plus forte, qu'on demande de plus en plus un diplôme qui sert de plus en plus à rien pour des postes où on va demander à des gens de surqualifier de faire des choses, et que par contre, il y a un moyen, si tu veux, de réussir dans la vie où on ne va jamais te demander ton diplôme, sauf dans quelques secteurs encadrés comme les notaires ou les médecins, c'est l'entrepreneuriat. Quand tu crées une entreprise, donc sauf encore une fois si c'est dans un domaine encadré, ce qui est une toute petite minorité des domaines possibles, on ne va jamais te demander ton diplôme. Les gens s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent voir, et c'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est que ça squeeze automatiquement énormément de préjugés et de discrimination, y compris raciale ou envers les sexes, tu vois. Parce que les gens se foutent dans une entreprise, ils n'achètent pas un diplôme, ils achètent un produit, ils achètent un service. Tout ce qu'ils demandent, c'est que le produit soit bon et le service soit bon. Donc si tu es capable de faire un bon produit ou un bon service sans diplôme, jamais personne va t'embêter par rapport à ça. J'ai un bac-2, j'avais une boîte de prestations informatiques, j'allais dans des grosses boîtes, j'ai travaillé avec Peugeot, j'ai développé des logiciels pour eux. Ils m'ont jamais demandé mon diplôme, ça leur est jamais venu à l'esprit, tu vois. C'est ça qui est marrant parce que sans doute que eux, quand ils recrutaient en interne, ils faisaient très attention aux diplômes de ceux qui recrutaient. Mais moi, quand ils ont pris ma boîte, parce que j'ai travaillé quand même pendant plus de 5 ans avec le Peugeot de ma région notamment, et ils n'ont jamais demandé aucun CV en fait. C'est ça qui est génial, c'est que je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de magie qui fait que quand tu as une boîte, on te juge sur pièce, sur les résultats et pas sur des bouts de papier. Donc, c'est un très très bon moyen, l'entrepreneuriat, de squeezer ce genre de discrimination et du coup d'exploser la bulle éducative. Ouais. Alors, d'autant qu'il y a un coût quand même au diplôme dont tu parles, c'est le fameux coût d'opportunité qui est très utilisé en économie. Mais oui, mais du coup, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on ne parle jamais de ça aux gens. C'est quand même fou, on leur en parle jamais. Donc, qu'est-ce que c'est que le coût d'opportunité? C'est, imaginons, donc, là, tu vois, je prends l'exemple de Caroline. Elle a bossé 5 ans pour avoir un bac+5 en commerce. Ensuite, elle est passée hôtesse de caisse, puis vendeuse. Franchement, avec un bac+2, elle aurait très bien pu faire ça. D'ailleurs, c'est ce qu'elle disait. Elle dit, je parle même pas des connaissances que j'ai utilisées, de tout ce que j'ai mis dans mon crâne pendant 5 ans. C'est proche de zéro, tu vois. Donc, imagine, elle a fait 3 ans d'études en trop, on va dire. Ces 3 ans pendant lesquels elle n'a pas travaillé, pendant lesquels elle aurait pu toucher un salaire, elle aurait pu investir, elle aurait pu commencer à acheter un appartement, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Donc, ces 3 ans qu'elle a passé à étudier en plus, non seulement lui ont pas donné de salaire supplémentaire, mais en plus font qu'elle a gagné 3 ans de salaire en moins. Elle a eu 3 ans d'ancienneté en moins, elle a eu 3 ans de moins pour avoir des opportunités pour progresser. Donc, tout ça, c'est un coût que les gens ne chiffrent jamais. L'OCDE s'est quand même attaché à essayer de quantifier ça. Et d'ailleurs, les chiffres que donne l'OCDE, c'est assez effrayant. Parce que l'OCDE, tu vois, tous les ans, ils sortent un rapport qui s'appelle Regard sur l'éducation, qui est très intéressant, et dans lequel ils s'attachent en fait à essayer de voir qu'est-ce que ça rapporte concrètement en termes de ROI, un diplôme plutôt qu'un autre, et ce dans tous les pays de l'OCDE, donc tous les pays développés. Donc c'est quand même beaucoup. Alors attends, j'essaie de trouver la référence. Enfin bref, donc en tout cas, c'est juste pour dire, par exemple en 2009, pour la France, quand tu avais un diplôme du cercle supérieur, donc on va dire bac+5, si tu étais une femme, tu avais un rendement de moins 4 000 $ sur toute ta vie. C'était moins rentable de passer un bac+5 que de ne pas avoir de diplôme en fait. Parce qu'il prenait en compte ce coût d'opportunité. Et au-delà de ce coût d'opportunité du temps passé, Caroline, elle a payé 19 000 € ses études de commerce qu'elle a dû rembourser sur un salaire à 1 500 brut. Tu vois, tu imagines le temps aussi qu'il faut. Tout ça, ça rend en fait le coût du diplôme excessif. Et là, en l'occurrence, Caroline, elle a sans doute perdu beaucoup d'argent en faisant un bac+5 plutôt qu'un bac+2. Ouais. En tout cas, dans ton livre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de références pratiques, très techniques et des graphiques sur ces sujets-là. C'est vraiment intéressant. Et moi, qui nous intéressons beaucoup aux enfants jusqu'au bac, quoi, on va dire, et même aux jeunes adolescents, ça donne quand même des perspectives pour se dire, c'est pas parce que ça marche pas à l'école, c'est simplement que qui va pas y arriver, c'est simplement que voilà, il y a d'autres perspectives. Ça ouvre des voies, quoi, en fait. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Alors, juste pour terminer, peut-être pour parler un peu de l'entrepreneuriat. Oui.
Parce que tout ça, ça ouvre vers l'entrepreneuriat. Moi, je constate autour de nous qu'on connaît beaucoup de chefs d'entreprise et nombreux sont ceux qui n'ont pas de diplôme, effectivement, ou qui ont des niveaux d'études très bas. Mais oui, c'est ça qui est dingue. Pourtant, on a l'impression qu'ils gagnent très bien leur vie et en plus, ils ont quelque chose que nous, qui avons passé des diplômes, n'avons pas, c'est la confiance en soi. Ils ont une confiance en soi tout à fait extraordinaire. Est-ce qu'il y a une relation entre... Comment ça se fait là, tu vois? D'un côté, des gens qui passent des diplômes, souvent on a l'impression qu'ils sont un petit peu en dedans, je sais pas comment dire, mais ils manquent de confiance en soi, ils manquent de punch. Et puis des gens qui ont fait par eux-mêmes, qui eux sont prêts à tout casser, quoi. Mais oui, écoute, c'est un vaste sujet, j'en parle, hein. J'ai des chiffres précis qui montrent que quand on regarde les milliardaires américains, qui pour la très grande majorité d'entre eux sont riches non pas parce qu'ils ont hérité mais parce qu'ils ont construit des boîtes à partir de zéro. Il y en a 32% d'entre eux qui n'ont aucun diplôme du cycle supérieur. Donc c'est quand même énorme. Et ensuite c'est surtout des ingénieurs en fait. Donc un tiers des milliardaires, c'est quand même pas rien. J'aimerais trouver des études. C'est vrai que j'ai pas poussé plus loin, mais il faudrait regarder un petit peu les millionnaires, quels sont leurs diplômes en fait tout simplement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et c'est vrai que voilà, on connaît tous des entrepreneurs à qui ont eu beaucoup de succès et qui ont, en termes d'études, pas fait grand-chose. Il suffit de regarder tous les grands succès, si tu veux, de nouvelles technologies. Bon, Steve Jobs, il avait rien. Bill Gates, il a arrêté ses études en cours. Bon, c'est vrai Bill Gates était dans une école prestigieuse, ça c'est sûr. Mais il a arrêté ses études en cours de route parce qu'il voulait s'occuper de Microsoft. Pareil pour les fondateurs de Google. Bref, on pourrait donner beaucoup de choses comme ça. Après, sur la confiance en soi, je pense que, tu vois, il n'y a rien de tel, si tu veux, que de se lancer dans un projet qui te tient à cœur, qui te dépasse, qui te fait te dépasser, qui te fait sortir de ta zone de confort et que tu réussis pour te donner beaucoup de confiance en toi. Et aussi parce que de toute façon, tu as une sorte de sélection naturelle, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas confiance en eux, soit ils apprennent à avoir confiance en eux, soit ça va être compliqué pour eux d'aller très loin. Ouais, je comprends. Je peux te donner mon expérience. Tu vois, quand j'ai déménagé il y a un peu plus d'un an et quand j'ai fait ça, je me suis débarrassé de 95% de mes possessions. Je suis tombé quand j'ai fait ça sur un vieux carnet de correspondance, celui de ma dernière année d'école. Il y avait des coupons de retard et il y avait des coupons d'absence maladie. Il n'y avait plus aucun coupon retard dans ce carnet de correspondance. Je les avais tous utilisés. Et il y avait plus de la moitié des coupons maladie qui avaient été utilisés aussi. Et quand je l'ai vu, je me suis rappelé qu'effectivement, j'étais tellement démotivé à l'époque que j'utilisais le moindre prétexte pour ne plus aller à l'école. J'avais un rhume, 2 jours, j'étais pas là. Et même, je vais te raconter une anecdote rigolote, le directeur m'avait convoqué, il m'avait dit « Olivier, il faut qu'on parle, il faut que je te dise, les profs, t'es tellement démotivé que tu démotives les profs. » Imagine, j'avais atteint un niveau exceptionnel. J'étais devenu un méta découragé, c'est-à-dire je décourageais les autres rien qu'en me regardant. C'est fort quand même. Et c'est vrai, tu vois, j'étais affalé sur la table et je dormais en cours. Et le truc, c'est que ce qui est dingue, c'est que quelques mois plus tard, j'étais dans mon projet de création d'entreprise et là, j'étais inarrêtable. J'avais le feu sacré. Je voyais un obstacle, je voyais une montagne, mais rien à faire. Je fonçais dedans, je faisais un trou, tu vois, dans la montagne. Et pourtant, entre le Olivier qui était affalé sur sa table, qui était tellement découragé qu'il décourageait les profs, et le Olivier ultra motivé qui était inarrêtable, c'était la même personne. C'était la même personne. Et il n'y avait que quelques mois d'écart. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que je me suis lancé comme ça dans un projet qui m'a passionné, qui me tenait vraiment à cœur, dans lequel j'avais l'impression de me réaliser et qui me faisait sortir de ma zone de confort, me challengeait et que je voulais absolument réussir. Et donc, je veux dire, j'étais quelqu'un de timide, d'asocial. J'étais un adolescent boutonneux, mal dans ma peau. J'étais mal habillé, j'étais un cancre à l'école. Je dormais sur ma table. Et pourtant, j'ai réussi à créer ma boîte 1 an plus tard parce que j'avais le feu sacré. Donc, tu vois, c'est ça l'idée de se lancer dans un projet challengeant comme ça qui nous tient vraiment à cœur. Ça peut vraiment te donner des ailes incroyables. Et c'est aussi le message que je veux faire passer, tu vois. Si aujourd'hui vous êtes un peu apathique, tu vois, ou même carrément désespéré, tu vois, que ce soit à l'école ou dans votre job, rien n'est perdu. Si vous vous lancez dans un projet qui vous tient vraiment à cœur, ça peut vous transformer. Enfin, c'est même plus que ça, ça peut vous révéler à vous-même en fait. Parce que tu m'aurais vu dans la salle de classe à l'époque, affalé sur ma table, tu n'aurais sans doute pas parié un centime sur moi. Tu aurais cru que j'allais finir ma vie SDF ou je sais pas, enfin tu vois, ou avec un métier pas très glorieux. Et pourtant j'avais tout ce potentiel en moi. C'est juste que j'avais pas encore trouvé ce qui allait allumer la flamme en moi. Donc
C'est ça l'idée aussi, tu vois, et c'est ce Super. sur quoi l'école n'insiste pas assez. Tu vois, on t'enseigne des trucs parce que c'est obligatoire et que tout le monde doit le savoir. On se pose jamais la question de qu'est-ce qui vous plaît, tu vois. Trouver quelque chose qui vous passionne vraiment, qui vous met le feu, tu vois. Si tu fais ça, ça peut vraiment, vraiment transformer une personne. Ouais. Bon, bah, bravo et merci pour ce témoignage vraiment intéressant pour les enfants qui sont aujourd'hui jeunes, hein, ou qui sont à l'école, au lycée. Toi, tu n'as pas d'enfant pour l'instant, je crois. Non, pas encore. Olivier, tu n'as pas encore d'enfant, ouais. Tu seras bien préparé comme ça, c'est super. Écoute, ouais. En tout cas, merci pour ce témoignage, merci pour le livre, donc que je recommande chaudement, hein, qui va donner un éclairage nouveau dans le monde de la parentalité, en tout cas de la parentalité positive. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir des entrepreneurs qui nous parlent de l'école et pas seulement des parents qui nous parlent de l'école. Donc merci beaucoup pour ce témoignage, Olivier, et à très bientôt. Merci à toi, au revoir.